Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument fascinant qui est littéralement au cœur de notre expérience quotidienne, la manière dont notre conscience interagit avec la dualité. En nous basant sur la philosophie du nouvel humanisme développée par Silo, on va définir des concepts clés, expliquer cette fameuse dualité depuis la psychologie de l'image et vraiment analyser la structure même de notre conscience. C'est une invitation à voir notre propre réalité sous un angle totalement nouveau. On y va ? Bon, entrons dans le vif du sujet. C'est fou quand on y réfléchit, mais notre perception de la réalité fonctionne exactement par contraste. C'est mécaniquement impossible pour notre esprit de comprendre un extrême sans avoir la notion de son opposé. On ne peut pas véritablement saisir ce qu'est la lumière sans connaître l'obscurité, pas vrai ? C'est cette dialectique constante qui nous fait catégoriser absolument tout ce qui nous entoure en termes de plaisir et de douleur, ou de succès et d'échec. Alors, pour structurer notre analyse, voici le programme. 1. La nature de la dualité. 2. L'origine de la souffrance. 3. Le dépassement par la synthèse. 4. Le but transcendantal. Et enfin, 5. Les principes d'action. Allez, on attaque tout de suite la section 1, la nature de la dualité. L'un des concepts les plus cruciaux du nouvel humanisme, c'est que la conscience n'est pas, mais alors pas du tout, un simple miroir passif qui se contenterait de refléter la réalité. Au contraire, c'est une structure hyperactive. La psychologie de l'image nous explique que notre conscience organise en permanence les données sensorielles qu'elle reçoit et réagit vraiment comme un prisme, une lentille qui filtre et donne forme à l'information. Donc la dualité, ce n'est pas juste un truc extérieur qu'on subit, c'est le cadre même par lequel l'esprit structure son rapport au monde. Et si on creuse encore un peu, on arrive à la structure de la conscience. Puisque notre esprit fonctionne en identifiant des contrastes, c'est cette structure active qui dicte notre relation à la réalité. Comment ? Eh bien, en établissant une frontière super claire entre l'observateur et ce qui est observé. C'est ce qui différencie le fameux sujet de l'objet. Sans ça, sans cette mécanique qui sépare et compare, on ne pourrait tout simplement pas naviguer dans le monde matériel. Mais attention, cette différenciation naturelle cache un sacré piège. Ce qui nous amène logiquement à notre section 2, l'origine de la souffrance. Alors là, on peut vraiment se poser la question clé. À quel moment précis que cette dualité, qui est pourtant supernaturelle, se transforme en vraie souffrance ? Eh bien, le point de rupture, c'est ce qu'on appelle la cristallisation. La souffrance s'enracine quand on arrête de voir les opposés comme un spectre fluide. À la place, ça devient des contradictions internes complètement figées. Notre conscience va commencer à s'identifier fortement à l'un des pôles et va rejeter l'autre de toutes ses forces. Et bam, cette division fragmente nos pensées et nos actions. Au lieu de capter que les deux pôles font partie d'une seule et même pièce, une vraie guerre interne se déclenche. Et franchement, c'est épuisant. Et cette fracture, elle a des conséquences directes sur la façon dont on vit le monde. D'un côté, on a l'intégration, c'est-à-dire une relation où la différence entre le sujet et l'objet existe, mais reste très souple, très fluide. De l'autre côté, par contre, on tombe dans l'aliénation. C'est l'évolution logique du rejet dont on vient de parler. La distance entre l'être humain et le monde devient absolue, rigide. L'objet qu'on perçoit n'est plus juste différent, il devient carrément étranger, ce qui génère un sentiment d'isolement vraiment douloureux. Mais heureusement, il y a une méthode pour s'en sortir. On passe à la section 3, le dépassement par la synthèse. L'erreur classique, ce serait de se dire « Ok, pour trouver la paix, il faut détruire l'un des opposés. » Mais c'est impossible, ils sont totalement interdépendants. L'approche du nouvel humanisme nous dit que l'objectif n'est surtout pas d'éliminer la dualité, mais de l'intégrer. Il s'agit de prendre de la hauteur pour voir ces opposés non plus comme des ennemis mortels, mais comme des forces complémentaires. C'est ce qu'on appelle avoir une vision processuelle et structurelle. En gros, regarder l'ensemble du puzzle plutôt que de faire une fixation sur une seule pièce. Concrètement, comment on fait ça ? Silo propose une méthode qu'on appelle souvent le regard interne. Ça demande d'accomplir 2 étapes bien spécifiques. Premièrement, la réconciliation et deuxièmement, l'unité d'action. Alors, la première étape, c'est la réconciliation. C'est super important de comprendre qu'on ne parle pas du tout d'un petit pardon de façade ou de se résigner passivement. La vraie réconciliation, c'est aller chercher la racine de la contradiction. C'est le moment où la conscience capte que le pôle opposé avait en fait une fonction vitale dans notre apprentissage. Dès qu'on comprend l'utilité de cette force opposée, la résistance s'évapore et toute cette tension interne disparaît d'elle-même. Une fois que la tension est dissoute, l'étape 2 devient un jeu d'enfant. C'est l'unité d'action. Ça, c'est l'état d'alignement absolu. Penser, ressentir et agir convergent exactement dans la même direction. Quand il n'y a plus aucune friction entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait concrètement dans le monde, eh bien, l'illusion oppressante de la dualité s'effondre, tout simplement. On retrouve alors une intégrité d'action phénoménale. Maintenant,
pour que cette unité tienne sur la durée, il faut un cap. On arrive à la section 4, le but transcendantal. Parce que oui, pour surmonter les petites contradictions de tous les jours de façon permanente, il nous faut une structure plus large. L'intégration finale se produit quand on tourne notre regard vers un but qui transcende complètement notre ego, vers le fonctionnement du tout. Quand la conscience s'oriente vers un plan transcendantal, elle trouve un sens global. Et face à ce but suprême, croyez-moi, les petites frictions et dualités de la vie quotidienne perdent instantanément toute leur charge émotionnelle. Alors, comment on applique cette philosophie dans la vraie vie? Voyons ça avec la section 5, les principes d'action. Le premier principe, c'est le principe d'adaptation. Aller contre l'évolution des choses, c'est aller contre soi-même. C'est tellement parlant. S'obstiner à vouloir figer les choses ou nager à contre-courant du processus naturel, c'est fabriquer sa propre souffrance. L'adaptation ici, ce n'est pas de la soumission, attention. C'est l'intelligence de repérer le sens du courant pour pouvoir y naviguer avec fluidité. Ensuite, il y a le principe de conformité. Si le jour et la nuit, l'été et l'hiver te conviennent, tu as surmonté les contradictions. C'est d'une poésie incroyable, et ça illustre parfaitement la paix profonde qui vient quand on accepte pleinement les cycles naturels. On arrête de lutter pour qu'ils fassent éternellement jour, on embrasse la complémentarité. Et cette acceptation totale marque la fin définitive de nos contradictions internes. Et ça nous amène à la définition même de la sagesse dans le nouvel humanisme. La véritable sagesse ne consiste pas à dominer les autres ou la nature, mais à atteindre l'unité interne. Oubliez la vision traditionnelle du pouvoir. La vraie force, ce n'est pas de dominer son environnement, ce qui ne ferait que renforcer l'aliénation. La sagesse absolue, c'est la cohérence. C'est maintenir cette unité interne de façon inébranlable, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour récapituler ce point crucial, tout ce cheminement produit un résultat qu'on appelle le saut dans l'être. La contradiction passe du statut de source de douleur à celui d'outil de croissance surpuissant. L'être humain passe littéralement à une autre dimension. On n'est plus la victime d'un monde mécanique plein d'opposés, on devient une conscience unifiée qui comprend sa propre structure et surtout qui se reconnaît comme créatrice de sens. Ce qui nous laisse avec une réflexion super stimulante. Comment la conscience fait-elle pour se reconnaître comme la créatrice de sens une fois qu'elle a basculé dans cette nouvelle dimension? Quand la dualité n'est plus une prison, quand l'illusion de la séparation disparaît, que devient la réalité lorsque nous commençons lucidement à en écrire le sens? Je vous laisse méditer là-dessus, c'est le début d'un tout nouveau chapitre pour l'évolution de notre esprit. À très bientôt!